Si on veut vraiment faire un travail de fond, il est important de souligner non seulement ce qui a bien marché, là, et surtout les difficultés rencontrées avant de connaître la période très productive qu'on connaît aujourd'hui avec les présidences de Madame, à partir de la présidence de Mme Ruet, de Daniel De Angelis et de Pat Kearney. L'idée même des clans à l'intérieur de la fédération, ça paraît exagéré, mais la génération, là, on était au cœur de tout ça. J'ai cherché à savoir pour quelles raisons la fusion avait créé autant de, comment je dirais ça, autant d'amertume. Ça, c'était remarqué dans tous les camps, là. Judo Québec, en fait, ce qui est devenu Judo Québec, puis les 6 autres fédérations. Je voudrais comprendre pourquoi ça a pris près de 30 ans pour que toute trace d'amertume disparaisse. On va reprendre brièvement la stratégie de M. Damblanc, puis l'argumentaire qui a été proposé à l'arbitre, qui avait été nommé par le gouvernement. Enfin, de ce que j'en sais, parce que je n'ai pas eu accès au procès-verbal puis au verbatim de cette réunion-là, et je vais me fier à ce que j'ai entendu auprès des acteurs qui ont participé. En gros, il fallait démontrer la présence effective des régions nouvellement créées pour la tenue des Jeux du Québec. Ça, c'est un découpage géographique, comme on sait, puis c'est encore utilisé de nos jours. La quantité de dojos dans chaque région, avec leur membership, la qualification des arbitres actuels et aussi des procédés pour accéder à l'arbitrage national et par la suite évidemment international. Les Jeux olympiques s'en venaient, il fallait garder à l'esprit que le gouvernement du Québec voulait 30% des effectifs présents aux Jeux, que ce soit dans les athlètes et dans les officiels. D'ailleurs, l'organisation Mission Québec 76 s'était vu confier le mandat de qualifier 30% de Québécois sur la délégation canadienne. Venait aussi la qualification des profs, identifier avec quel organisme internationaux ces profs avaient été accrédités ou diplômés, puis quelle était la qualité de la direction technique. Dans la première partie, je vous ai exposé le brillant travail en amont que Raymond Damblanc a accompli, lui et son équipe. Regardons quelle stratégie a adopté l'autre partie qui s'était regroupée à Pointe-Claire en 1973. En fait, les 6 s'étaient fusionnés pour faire front à Judo Québec, l'Association québécoise de judo. Première chose, le regroupement a élu comme premier président Pierre Lapalme. En fait, c'est un inconnu du monde du judo. En tout cas, par la majorité des gens à qui j'en ai parlé, moi je ne le connais pas du tout. J'en ai jamais entendu parler. C'est quand même assez... Ça, c'est déjà surprenant. La première action concrète de la bande des 6, on va les appeler comme ça sans méchanceté, était de se regrouper pour être éligible aux premiers critères de la Confédération des sports du Québec, c'est-à-dire la pénétration du nouvel organisme à créer dans les 18 régions. Ça, c'était vraiment une condition sine qua non. Ça, c'était une des premières conditions, une condition très, très importante. C'était très intéressant de constater que une fois unifiée, la bande des 6 avait beaucoup plus de membres depuis plus longtemps que l'Association québécoise de judo. Et en plus, l'Association québécoise de judo était présente dans moins de régions. J'en conclus que si la Palme avait bien joué son jeu, c'est un critère qui aurait pu gagner. En tout cas, il y avait à tout le moins de matière à débat et d'éventuelles concessions. Deuxième critère, la quantité de dojos dans chaque région. Là encore, la bande des 6 avait un avantage sur l'Association québécoise de judo. La QJK était très présente à Montréal, mais même à Montréal, elle n'était pas toute seule. Si on allait, par exemple, à Gatineau, dans le centre du Québec, en Estrie, au lac Saint-Jean, dans le bas du fleuve, il y avait une nette supériorité quant au nombre de pratiquants. Ça regardait bien pour la bande des 6. Où ça commençait à battre de l'aile un petit peu, là, c'est concernant la qualification des arbitres. Là, l'avantage était l'Association québécoise de judo, parce que plusieurs membres, dont Raymond Damblanc, étaient déjà reconnus par la Fédération internationale de judo et puis ils suivaient les règlements de celle-là, de la fédération. Et pour avoir participé à plusieurs tournois lorsque j'étais avec mon premier prof, M. Wattier, et quand j'ai commencé à enseigner au cégep et qu'on faisait des compétitions inter-cégep, l'arbitrage était le même que dans la période Kawashi. Il n'y avait pas vraiment de structure cohérente, ni de programme pour identifier les arbitres. Les seules règles qui suivaient, c'était celles qui étaient contenues dans le livre du Judo Kodokan de Jigoro Kano, l'édition 1955. On peut voir ça à la page 271. Venait ensuite la qualification des profs. Ça posait problème parce que chaque fédération avait ses critères. Il y avait des gens reconnus par le Kodokan qui n'étaient pas avec l'Association québécoise de judo. On prend par exemple M. Wattier. M. Wattier était deuxième dame du Kodokan. J'ai vu son diplôme. Puis Bernard Gauthier aussi, j'ai ses diplômes ici avec moi. Sans compter qu'il y avait des gens crédibles, un peu comme, disons, François Mercier, qui ne possédaient pas de diplôme Kodokan, à ma connaissance en tout cas, et qui avaient quand même une certaine envergure. Ce qu'on a décidé à l'époque, c'était que
ceux qui avaient le diplôme colloquant, on les reconnaissait, puis les gens qui avaient des diplômes qui émanaient de fédérations membres de la Fédération internationale de judo seraient automatiquement acceptés. En réaction, le président Lapam et son bureau de direction ont posé comme condition de faire reconnaître leur grade dès l'adhésion. Ça, c'était de bonne guerre parce qu'entre-temps, il y avait la possibilité de faire graduer des ceintures marron assez rapidement durant le temps des négociations dans le but d'avoir un poids politique suffisamment important pour se faire élire dans la future association. Mais pour réaliser ça, la PAM avait compris, c'est pour ça que la seconde demande était d'obtenir des élections aussitôt la fusion complétée. Malheureusement, les deux demandes ont été refusées par l'arbitre. Le jeu de la prise de contrôle par une assemblée générale annuelle pactée, comme on dit, était connu de tout le monde, y compris de l'arbitre. Mais suite à ça, il fallait que le regroupement de la PAM réagisse. Et ça, ils vont le faire via un article du journaliste François Béliveau, le 15 septembre 1973 dans la presse de Montréal, sous le titre de Les beaux principes du judo et leur application. Loin d'apporter un argumentaire solide qui aurait rencontré les objectifs de la Confédération des sports du Québec, le journaliste va ironiser avec des propos qui sont dénués de respect, avec des chiffres qui ne sont même pas vérifiés. Je vous invite d'ailleurs à le lire au complet via les Archives nationales du Québec en numérique que vous pouvez trouver sur Internet. Et je vais vous en lire quelques extraits vitrioliques. On peut y lire en ouverture: être ceinture noire, nous disait Louis Arpin, c'est faire partie d'un cercle exclusif dont les membres sont intimement unis, qui ne connaît pas de frontières et qui ne pourra jamais se dissoudre. Oh, jusqu'ici, c'est un bel intro. Et c'est là que ça va se gâter. Je reprends la lecture. Devant ces belles phrases de ceux qui sont possesseurs de la vérité en judo, on se dit, ils ont raison. Et on se répand en courbette devant, entre autres, le grand Manitou du judo québécois, Raymond Damblanc. Raymond Damblanc, un Français d'origine d'Algérie, qu'à peine 12 000 des 65 000 Québécois qui pratiquent le judo traitent sans doute à tort de mini-dictateurs. Je vais m'arrêter ici le temps de digérer cette délirante affirmation. On s'entend des propos pareils, c'est inacceptable en 2022. Mais croyez-moi, c'était aussi inacceptable en 1973. Mais si on s'attarde le moindrement sur cette partie du texte, à quelle réaction on peut s'attendre avec des propos comme ça, ou l'ironie, ceux qui sont possesseurs de la vérité, et surtout les insultes, l'arrogance et la xénophobie à peine cachée avec le français d'Algérie. En fait, dénigrer ad hominem, comme on dit, attaquer la personne, comme disent les avocats, dénigrer l'autre partie dans un débat, c'est loin de démontrer notre sérieux. Encore une fois, l'ignorance est le mépris facile. Mais on va revenir à l'article. Disons que pour le moins, on n'y va pas avec le dos de la cuillère à soupe. 65 000 pratiquants, mes amis, ça commence à être du monde. On continue notre lecture où on en était à, je reprends la lecture, que Damblanc, comme tous ceux qui adhèrent à l'Association québécoise de judo, dont il est le directeur technique, c'est un pur, c'est un vrai disciple de Kano. Par exemple, il ne dira pas pour expliquer un mouvement de judo deuxième de jambe, mais il va dire Sasai Tsurikomiyashi. C'est en japonais, ça fait plus vrai. Et en plus, il va exiger des 15 000 membres de son association que les termes soient tous appris en japonais. En Espagne, les judokas parlent l'espagnol. En Italie, les judokas parlent l'italien. Mais au Québec, on parle en japonais. C'est un langage qui fait rire les Japonais eux-mêmes, tellement ils trouvent ça drôle, même s'ils comprennent à peine. Bon. On va remettre ça dans le contexte. Primo, premièrement, tout d'abord, le deuxième de jambe, c'est pas des Hashibarai. Kawashi, ma méthode de judo, page 32. Et dans la méthode de Kawashi, que j'ai appris jusqu'à ceinture bleue, il fallait également apprendre les noms japonais, associés au numéro. Tout d'abord, le journaliste avance 12 000, puis après ça, 15 000 membres. Ensuite, il prétend qu'il y a 65 000 pratiquants. On ne sait pas où est-ce qu'il prend ces chiffres. On ne sait vraiment pas ce qu'il prend ces chiffres, ce gars-là. Puis, il faut se rappeler que tout ce beau monde-là sont convoqués pour prendre des projets structurés, commun, et je vous laisse réfléchir sur la suite de l'article et on peut lire. Au contraire de l'association reconnue, Judo Québec, chacun enseigne à sa façon parce que nous nous limitons à un judo éducatif. Là, le président Lapam se tire dans le pied. Là. Il n'a pas compris l'ensemble du portrait. La Confédération des sports du Québec veut une organisation sportive structurée. Non seulement affirmer que chacun enseigne à sa façon dans le contexte d'une fusion, c'est un paradoxe, mais encore, soutenir qu'on se limite à un judo éducatif quand on s'adresse à la Confédération des sports du Québec, c'est peut-être pas l'argument massu pour clore le débat. Puis on va finir l'article sur ces phrases-là. Il, Damblanc,
considère que c'est un sacrilège que les élèves ne saluent pas en arrivant et en quittant le gymnase. Il n'y a pas le dojo, le gymnase. Les dissidents, pour leur part, appellent ça de la bigoterie envers Gigolo Kano. Vous avez bien entendu, mes amis, Gigolo Kano, rien de moins. Ce commentaire-là va tuer irrémédiablement toute crédibilité à la PAM. Cet article incendiaire va causer des dommages à long terme et attiser la colère des gens de l'Association québécoise de judo. En tout cas, ça nous explique mieux la condescendance des propos tenus entre le bureau de l'Association québécoise de judo, dont je faisais allusion dans la première partie, et les membres du stagiaire. Mais c'est à partir de ce moment-là que beaucoup d'acteurs de la bande des six vont disparaître ou encore changer de vocation. Il y a quelques-uns qui vont continuer pour quelques années, mais on se rend rapidement compte qu'on ne peut pas se passer des Jeux du Québec comme moteur de développement. On se retrouve donc avec 4 factions distinctes. D'un côté, la tendance dite européenne, de l'autre, la tendance anglo-japonaise et les membres stagiaires récupérés de la bande des 6, et disons les indécis qui, comme moi à l'époque, on n'appartenait à aucune faction en particulier. La faction anglo-japonaise avait des raisons de croire que les membres stagiaires de la bande des 6 qui ont dû repasser leur examen de ceinture noire, souvent en se reprenant des fois 2-3 fois, allaient voter contre la filière européenne. Pour les autres, les indécis, il fallait gagner leur appui. Et c'est là que Serge-Antoine Piquet va faire un travail de sape, va commencer un travail de sape, ce qu'on appelle dans le milieu syndical du maraudage. Avant chaque élection, pendant plusieurs années, on nous téléphonait pour nous encourager à choisir le groupe de Serge-Antoine Piquet. Et là, mes amis, les premières assemblées générales annuelles sont vraiment pénibles. L'atmosphère est tendue, les enjeux sont très, très grands. Et il y a 2 stratégies distinctes pour gagner le vote. Puis on doit reconnaître, là, sans blague, là, que les 2 camps ont utilisé à peu près les mêmes armes. Fait qu'on ne met pas la faute sur un plus que sur l'autre. La première stratégie qu'on utilise, c'est la procédurite. Chaque camp va utiliser des tactiques destinées à provoquer l'autre partie, par toutes les manœuvres permises par le Code Morin. On va étirer sciemment l'Assemblée pour écœurer les gens présents qui ne comprennent pas toujours que ça, c'est des manœuvres conçues pour les éloigner au moment du vote. Quand on vient voter pour la première fois, puis qu'on a parcouru des centaines de kilomètres, puis qu'il est rendu près de minuit, oui, minuit, vous avez bien entendu, l'envie de partir est très, très présente. Je le sais, j'y étais. Deuxième stratégie, c'est le contrôle de la salle. Dès l'arrivée des participants, dans ce temps-là, on ne votait pas par délégation parce que c'est encore une association de ceinture noire. On le votait par individu. Donc, à l'arrivée des participants regroupés, on était regroupés naturellement par dojo, quand on ne savait pas de quel côté il allait voter, là, il y avait une opération de charme qui allait s'installer. On envoie 2 ou 3 personnes et de parfaits étrangers qui sont donc contents de nous voir. Au bout de quelques minutes, si on détecte une sympathie pour notre bord, on laisse une seule personne continuer à bavarder. Puis si on la sent compte, on va commencer à argumenter pour éviter que ce groupe-là de personnes se déplace puis contamine d'autres. Ça, mes amis, c'est un vrai travail d'orfèvre, puis c'est digne de Sun Tzu lors de la guerre ou encore de Schopenhauer, lors d'avoir toujours raison. C'était ça les mœurs de l'époque. À partir de 1966, et ça jusqu'en 1980, on peut dire que la filière européenne, comme on les appelait à l'époque, dirigeait la fédération. Il y a eu 6 présidents qui sont issus de cette filière-là. Tout d'abord Raymond Damblanc, suivi de Daniel Bayard, Claude Saint-Pierre, Jean Charest, pas celui qu'on connaît, un autre Jean Charest, Robert Doche et Marcel Poudrette. À partir de 1980, on peut dire qu'il y a eu la coalition anglo-japonaise puis les nouveaux membres issus de la Fédération canadienne de judo jusqu'en 1988, avec Serge Piquet puis Dave Mahoney. Et par la suite, les tensions se sont pas mal relâchées, puis les autres présidents n'ont pas eu à gérer les tensions internes. Et ça a vraiment commencé à apparaître avec l'arrivée de Mme André Ruette-Sept-Îles. Vous savez, c'est important de savoir quelles ont été les embûches qui ont été présentes à Judo Québec. Vous savez, Judo Québec, maintenant, c'est une association qui est mature. Et les efforts de ces présidents-là ont résulté au succès qu'on connaît aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire. Vous nous donnez un pouce en l'air. N'oubliez pas d'activer les clochettes de notification pour recevoir les nouveaux vidéos à tous les dimanches. En fait, ça sort tous les dimanches, mais si j'en sors d'autres, vous serez informés. Et surtout, abonnez-vous à Martialement Vôtre. En attendant, n'oubliez pas d'aller pratiquer 1, 2 ou 3 fois par semaine et on se donne rendez-vous pour la prochaine fois.